Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des bactériémies et des fongémies. Avec nous pour évoquer ce sujet, professeur Elisabeth Botello-Nevers. Bonjour professeur. Bonjour. Déjà, de quoi parle-t-on quand on évoque les bactériémies et les fongémies ? Alors, quand on parle de bactériémie ou de fongémie, déjà, on fait référence à une définition qui est biologique, puisqu'il s'agit de la présence d'un agent infectieux, soit une bactérie, soit un champignon, dans le sang. En général, la bactériémie ou bien sûr la fongémie, elles vont être associées à une infection et donc elles vont avoir des signes cliniques et des signes biologiques qui vont être présents en lien avec cette infection. Par ailleurs, quand on est face à une bactériémie, dans une moindre mesure à une fongémie également, il est important de rechercher la porte d'entrée de cette bactériémie. Ça peut être une porte d'entrée muqueuse, ça peut être une plaie ou ça peut être tout simplement un foyer infectieux. Et puis ces bactériémies, elles vont également se compliquer de localisation secondaire. Éventuellement, il va y avoir également un relais, ce qu'on appelle endovasculaire. Et s'il y a du matériel chez le patient, il peut y avoir aussi une greffe de la bactériémie sur ce matériel. Ce qui est important de noter, c'est que la notion de bactériémie ou de fongémie, elle est indépendante de la notion de choc septique ou de sepsis. Et on considère qu'environ un quart des bactériémies vont être associées à des signes de gravité, sepsis ou choc septique. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la bactériémie et également la fongémie ont une mortalité potentiellement importante. C'est donc des infections qui sont graves et qu'il va falloir prendre en charge de façon active. Et quels sont les agents infectieux responsables ? Alors, quand on sera face à une bactériémie, bien entendu, ce sera des bactéries, comme on l'a dit. Et il faut faire le distinguo entre une bactériémie d'origine communautaire et une bactériémie associée aux soins. Quand on est sur une bactériémie communautaire, les premiers agents classiquement associés à la bactériémie, ça sera notamment Escherichia coli, ça sera également les staphylocoques, et notamment le staphylocoque doré dans les bactériémies communautaires, et puis ensuite vont venir d'autres bactéries de type pneumocoque ou d'autres bacilles gram-négatifs. Quand on est dans le cadre de bactériémies associées aux soins, le plus souvent, ça va être des bactériémies liées au cathéter. Et là, dans 50% des cas, ce sera des staphylocoques. Dans 2/3 des cas, des staphylocoques coagulase négative. Et dans 1/3 des cas, des staphylocoques dorés. Et puis, dans ces bactériémies associées aux soins, il peut y avoir également des BGN et des levures, notamment quand elles sont liées au cathéter. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'agent infectieux va dépendre de la porte d'entrée, qui peut être urogénitale, qui peut être digestive, respiratoire également. Et donc, si on connaît la porte d'entrée, on peut faire des hypothèses sur les agents infectieux. Et à l'inverse, quand on aura l'agent infectieux, on peut faire l'hypothèse d'où il vient et d'où est la porte d'entrée. Pour ce qui est des fongémies, on parlera ici essentiellement des candidémies, et c'est presque toujours des infections associées aux soins sur des terrains à risque, notamment de neutropénie, de cathéter prolongé, de chirurgie digestive, et puis également de toxicomanie IV. Et quand et comment faire le diagnostic de bactériémie ? Alors on l'a vu, c'est une définition biologique, donc pour pouvoir faire le diagnostic de bactériémie, il va falloir faire des hémocultures. Donc les hémocultures, il va falloir les faire devant toute fièvre, d'allure bactérienne notamment, et notamment si il s'agit d'un terrain à risque, un patient immunodéprimé, un patient qui est porteur de matériel étranger, de cathéter par exemple. Il va falloir faire des hémocultures notamment devant une fièvre d'origine indéterminée. Et même chez un patient qui n'est pas fébrile, mais pour lequel on a une suspicion d'infection, notamment sur certains terrains, sujets âgés, patients immunodéprimés, ou alors des patients qui prennent des antipyrétiques, il ne faudra pas hésiter à faire des hémocultures pour diagnostiquer la bactériémie. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre un pic fébrile pour faire les hémocultures chez un patient pour lequel on considère qu'il faut les faire. Et ces hémocultures, on va dire à l'infirmière de faire les mesures d'asepsie. On va ponctionner sur une veine périphérique
S'il y a la présence d'un cathéter central, on va prélever sur la lumière du cathéter et en périphérie au même moment, ça c'est important, les hémocultures. Il faut savoir que on va être obligé de prélever plusieurs flacons d'hémoculture de telle sorte à avoir une sensibilité suffisante pour pouvoir détecter éventuellement la présence d'une bactérie ou d'un champignon dans le sang. Et on recommande donc de prélever 4 à 6 flacons d'hémoculture. On va les prélever au même moment, sur la même ponction. Et quand on a une suspicion d'endocardite infectieuse, on le verra, on espacera de préférence les prélèvements de flacons d'hémoculture pour documenter le caractère persistant de la bactériémie. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faudra toujours faire les prélèvements des hémocultures avant toute antibiothérapie, sauf dans le cas très particulier du purpura fulminans, où dans ce cas-là, on met d'emblée les antibiotiques. Si il y a une bactériémie, les hémocultures vont pousser en général en 24 heures. À ce moment-là, le laboratoire va pouvoir faire un examen direct pour nous donner une identification à l'examen direct de type coccigramme plus, en chaînette, en amas ou bacillegramme négatif. Et puis, rapidement, on aura l'identification, donc l'espèce bactérienne en cause. Et puis, on aura en général 24 heures plus tard l'antibiogramme. Dans certains cas, certaines bactéries sont plus fastidieuses et ont plus de mal à pousser sur les milieux de culture des hémocultures. Et donc, ça peut être plus long que ça. Ce qui est important aussi, c'est que si on a prélevé des hémocultures sur un cathéter central en même temps qu'en périphérie, le temps de pousse de l'hémoculture prélevée sur le cathéter par rapport au temps de pousse prélevé en périphérie nous permettra, s'il y a un différentiel, de faire le diagnostic de bactériémie liée au cathéter. Et comment interpréter un résultat d'hémoculture positive ? Alors, avoir une hémoculture positive, c'est jamais anodin. Et pour pouvoir interpréter cela, il va falloir tenir compte de l'agent infectieux en cause et du nombre de flacons d'hémoculture positive au même agent infectieux. Un staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, une entérobactérie, un entérocoque, un pneumocoque, un pseudomonas, un candida, etc., ce n'est jamais une contamination. Donc ce sera toujours à traiter en urgence. D'autres bactéries peuvent être des contaminations et notamment ce sont des bactéries issues de la flore cutanée, peu pathogènes, telles que les staph à coagulase négative, les corinébactéries par exemple. Pour autant, ces contaminants, sur certains terrains, typiquement chez les patients porteurs de cathéter central, chez les patients porteurs de matériel, chez les toxicomanes, peuvent être vraiment des agents pathogènes et donc il faudra dans ces cas-là considérer qu'il s'agit d'une bactériémie et non pas d'une contamination. D'où l'importance, pour faire le distinguo, de toujours prélever 4 à 6 flacons. Si plus de 3 sont positifs au même germe, il ne s'agira pas d'un contaminant. Si on a 2 ou 3, cela peut se discuter et dans ces cas-là, il est conseillé de reprélever des hémocultures avant le début de l'antibiothérapie. Et puis si on n'a qu'un seul, bien entendu, c'est en général, par exemple, un seul à staphylocoque coagulase négatif, c'est un contaminant. Et que faire devant une suspicion bactériémie ou bactériémie confirmée ? Alors d'abord, on a fait les hémocultures, on l'a vu. Il va falloir cliniquement rechercher des signes de gravité, ça c'est extrêmement important. Il va falloir regarder le terrain. Est-ce qu'il s'agit d'un patient neutropénique, d'un patient asplénique ? Et puis il va falloir rechercher des signes de gravité clinique, d'un point de vue hémodynamique notamment, avec des signes de sepsis ou de choc septique. Ça, il va falloir le faire même devant toute fièvre, comme dit dans les items correspondants. Par ailleurs, on va rechercher également une porte d'entrée avec un examen clinique qui doit être complet. Et puis au-delà de la porte d'entrée, on va rechercher des localisations septiques secondaires et on fera les examens complémentaires dirigés par la clinique et l'agent infectieux. Par exemple, on fera une échographie cardiaque si c'est une bactériémie à staphylocoque doré ou à candida. On ira faire un ECBU en cas, par exemple, de bactériémie à Escherichia coli. Et comment prend-on en charge une bactériémie ou une suspicion de bactériémie ? Alors, dans tous les cas, on hospitalisera le patient. S'il y a des signes de gravité tels qu'un choc septique, le patient sera bien sûr hospitalisé en réanimation. Par ailleurs, le début des antibiotiques doit être fait d'emblée dès les hémocultures réalisées s'il y a des signes de gravité, encore une fois, sepsis, choc septique,
ou bien s'il y a un foyer infectieux précis identifié, par exemple une pyélonéphrite, une pneumopathie. Si au moment où le laboratoire nous appelle pour nous donner les résultats d'une hémoculture positive, à savoir par exemple un examen direct à coccigramme plus en AMA, dans ces cas-là, il faudra d'emblée débuter l'antibiothérapie sans attendre d'avoir l'identification exacte. L'antibiothérapie, elle va être probabiliste selon la porte d'entrée suspectée. Si on suspecte par exemple un foyer digestif, on mettra en route une antibiothérapie anti-gram négatif, etc. Et donc, je vous conseille de vous référer à vos tableaux qui sont présents dans l'ECN-PILI. Ainsi, on mettra par exemple une céphalosporine de 3e génération pour des BGN, de l'amoxicilline pour des coccigrammes plus en chaînette, une pénicilline M IV ou de la céphazoline pour des coccigrammes plus en AMA, s'il s'agit d'une infection communautaire. Bien entendu, éventuellement, l'antibiothérapie va être adaptée à l'examen direct. Si vous n'avez pas débuté d'emblée une antibiothérapie après avoir fait les hémocultures et que vous la débutez au moment où le bactériologiste vous appelle. Et dans tous les cas, l'antibiothérapie doit être secondairement adaptée à l'identification et à l'antibiogramme. Initialement, l'antibiothérapie va être parentérale, elle va être bactéricide. Les indications de bithérapie sont assez limitées. Ce sera le cas éventuellement en probabiliste pour élargir un spectre ou éventuellement dans le cadre d'une situation de gravité. La durée de l'antibiothérapie dans le traitement de la bactériémie, elle dépend de l'agent pathogène, de la présence de localisation secondaire ou pas et du terrain. Et ainsi, par exemple, la durée d'une bactériémie à staphylocoque doré ne sera pas la même s'il s'agit d'une bactériémie simple. Ce sera 14 jours, ou s'il s'agit d'une bactériémie avec, par exemple, une localisation secondaire à type de spondylodicite, où nous serons aux alentours de 6 semaines de traitement. Par ailleurs, il faudra aussi, bien sûr, traiter la porte d'entrée et les localisations secondaires s'il y a un traitement spécifique, par exemple une chirurgie, un drainage, une ablation de matériel, parce que si vous ne le faites pas, il y aura un risque de rechute. Et puis, bien entendu, s'il y a un critère de gravité, il faudra traiter le sepsis ou le choc avec, bien entendu, soit des amines vasoactives et dans tous les cas, un remplissage. Il y a un cas particulier qui est la bactériémie à staphylocoque doré, on en a déjà un peu parlé. Sachez que le plus souvent, en communautaire, mais y compris par ailleurs, on est face à un staphylocoque doré sensible à la méticilline, que le portage muqueux dans la population générale est très fréquent, de l'ordre de plus d'un tiers, et que ces bactériémies à staphylocoque doré sont fréquentes et sont graves. Les localisations secondaires sont fréquentes également. Les greffes infectieuses sur matériel le sont aussi, ainsi que les endocardites infectieuses. Et puis, il y a toujours un risque de choc septique lors d'une bactériémie à staphylocoque doré. Et donc, pour ces bactériémies-là, il va falloir contrôler les hémocultures et effectivement adapter la durée d'antibiotiques au tableau clinique précis, bactériémie simple ou complications. Et quid des infections sur cathéter ? Lors des infections sur cathéter, il y aura habituellement des signes locaux, éventuellement, d'infection. Il y aura souvent de la fièvre ou des frissons lors de l'utilisation du cathéter, par exemple lors d'une perfusion. Et puis souvent, il n'y aura que des signes généraux, c'est-à-dire par exemple de la fièvre chez un patient porteur d'un cathéter. Et donc dans ces cas-là, il faudra toujours faire des hémocultures couplées, à la fois en périphérique et à la fois sur le cathéter. Comme on l'a vu, le diagnostic va être posé d'infection liée au cathéter en cas de différentiel de pouce entre le temps de pouce des hémocultures sur le cathéter et en périphérie. Elles pousseront plus vite, avec un délai de pouce de plus de 2 heures, sur le cathéter si c'est le cathéter qui est infecté. Ceci, bien entendu, si les hémocultures ont été piquées et incubées au même moment. Les staphylocoques sont habituellement responsables de ces infections liées au cathéter, souvent des staphylocoques à coagulase négative, pour lesquels il peut y avoir de la résistance, et à la pénicilline M, et dans ces cas-là, il faudra utiliser de la vancomycine ou de la daptomycine. Il peut s'agir également de staphylocoques dorés, sensibles ou résistants, et puis également de candida. Et encore une fois, ces bactériémies liées au cathéter vont pouvoir se compliquer de réactions loco-régionales à type, par exemple, de thrombose. Et concernant les fongémies ? Alors, les fongémies, ici, nous ne parlerons, comme on l'a dit, que des candidémies. Les fongémies à d'autres champignons sont rares et ne sont pas sujets pour le 2e cycle. Les candidémies, elles sont graves, elles ont une mortalité élevée. Pour traiter ces candidémies en probabiliste, on va utiliser des échinocandines, IV, par exemple, comme la caspofongine. Et on va, bien entendu, éventuellement réadapter par la suite.
Si il s'agit d'une candidémie sur cathéter, il faut obligatoirement retirer le cathéter. On va contrôler les hémocultures et la durée du traitement de cette candidémie sera de 14 jours après négativation des hémocultures. Sachez que Candida pousse sur les flacons d'hémoculture classiques, les mêmes que pour détecter les bactéries. Dans tous les cas, face à une candidémie, il faudra vérifier l'absence de localisation secondaire avec un fond d'œil et puis une échographie cardiaque. Et bien entendu, s'il y avait une endocardite ou une choriorétinite, le traitement serait prolongé. Et que faire après le début de la prise en charge curative d'une bactériémie ou candidémie ? Alors dans tous les cas, le patient, on a débuté son traitement, on va le surveiller, on va s'assurer qu'il y a une efficacité tout d'abord hémodynamique, notamment si par exemple il y avait des critères de gravité initiaux, on va s'assurer que tout rentre dans l'ordre. On devrait obtenir une apyrexie environ en 3 à 5 jours, donc ça aussi c'est est-ce que le traitement est efficace, c'est important de le vérifier. Et puis on va s'assurer de la tolérance du traitement antibiotique ou antifongique qu'on a mis en place. Pour ce qui est du staphylocoque doré et de Candida, on va systématiquement faire des contrôles des hémocultures et s'assurer qu'elles se négativent. On va vérifier également, bien entendu, le contrôle éventuellement des portes d'entrée et des localisations secondaires. Et si jamais la fièvre persiste alors que vous avez pris en charge correctement par antibiotiques votre bactériémie, il va falloir essayer de voir pourquoi votre patient reste fébrile. Il va falloir notamment réadapter l'antibiothérapie, s'assurer que les dosages sont les bons, rechercher des complications associées aux soins et puis toujours, encore une fois, vérifier le contrôle soit de la porte d'entrée, soit des localisations secondaires qui vont nécessiter éventuellement une prise en charge spécifique. Merci beaucoup, professeur Abotello-Nevers. Merci à vous. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.